Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après ces vacances dans un nouvel épisode de Yallah le podcast. Et aujourd'hui, quel épisode? Ça va porter sur la blessure de rejet. Alors ça me tenait à cœur parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises de vous parler des blessures et donc je vais commencer en fait un thème comme ça sur les blessures. On va en parler de manière un peu légère, vulgariser le propos pour vous aider à avancer et surtout pour rendre ça plus accessible. Alors la blessure de rejet, c'est une des 5 blessures émotionnelles fondamentales qui peuvent marquer une personne dès l'enfance. Et donc ces expériences initiales, elles marquent profondément l'esprit qui est en construction. Et ça va poser les bases d'une blessure émotionnelle qui va être durable puisque cet esprit est encore jeune, immature et donc en construction. Et aujourd'hui, les études montrent que les enfants qui ne reçoivent pas un soutien émotionnel adéquat, ils peuvent développer une sensibilité accrue au rejet beaucoup plus tard dans la vie. Donc ça se verra pas forcément tout de suite parce que les enfants en fait, ils savent très bien cacher les choses et s'adapter à leur environnement ou se suradapter, je dirais même se suradapter plutôt, mais plus tard en fait en tant qu'adultes ils vont avoir une sensibilité accrue au rejet. Cette blessure, elle est liée à un sentiment profond de pas être accepté ou aimé pour ce que l'on est et de se sentir exclu ou indésirable. Donc c'est vraiment une blessure en fait qui détermine la vie des gens qui en sont affectés. Et d'ailleurs, elle peut être déclenchée par des expériences qui sont bien réelles ou qui sont perçues comme étant des expériences abandonniques ou de rejet ou de manque d'attention, souvent par une figure parentale ou une personne importante dans la vie de la personne qui en est victime. Il faut savoir que les personnes qui souffrent de cette blessure, elles ont forcément donc une tendance à développer des mécanismes de défense pour éviter de revivre le rejet initial, donc le trauma initial. Et donc, au tout départ, elles peuvent chercher à se faire toutes petites pour se retirer ou se conformer excessivement aux attentes des autres pour éviter de déplaire. Mais elles peuvent aussi développer une peur du rejet qui va les conduire à éviter les situations où elles pourraient être jugées ou repoussées. Et donc, on voit que c'est des comportements qui vont être inconscients, et qui vont surtout influencer les relations, l'estime de soi et la manière dont ces personnes elles vont interagir avec le monde extérieur, mais aussi avec leur monde intérieur. Et donc le processus de guérison de cette blessure, il va impliquer forcément de prendre conscience déjà qu'on a cette blessure, de l'accepter et de travailler sur l'amour de soi et sur la perception que l'on a de soi. Parce que tout est dans la perception que l'on a de soi lorsqu'il s'agit de la blessure de rejet. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais qu'on plonge en profondeur dans cette blessure qui est complexe quand même et qui est très douloureuse et j'aimerais explorer ses causes, ses effets dévastateurs avec vous, ces effets dévastateurs sur différents aspects de notre vie, y compris sur notre système nerveux central et les conséquences physiques et psychologiques que cela va engendrer. Et bien évidemment, on va voir les solutions pour guérir de cette blessure et retrouver un bien-être, un équilibre émotionnel. Mais tout d'abord, voyons les origines de la blessure de rejet. Donc c'est une blessure qui va trouver ses racines dans l'enfance et qui peut se manifester dès les premières années de vie lorsqu'un enfant il se sent soit non désiré, soit non accepté ou rejeté par l'une ou les 2 figures parentales. Donc ce rejet il peut être direct, par exemple par des paroles blessantes, des actions de rejet, de la violence, de l'humiliation, des insultes, ou plus subtilement par un manque d'attention, un manque d'affection ou une absence de validation. Et un enfant, pour grandir correctement et pour avoir des bases solides, il a besoin de quoi ? D'être validé, que l'on valide son existence. C'est normal. Si on valide pas son existence, il va pas forcément valider la sienne, d'accord ? Puisqu'il a un système nerveux central qui est immature, il a besoin du regard et de la validation de ces personnes référentes pour grandir et pour se valider.
Bon, avant de poursuivre, j'aimerais vous recommander les ouvrages de Lise Bourbeau sur le sujet que je trouve assez concis et facile à comprendre lors d'une première et deuxième lecture. Parce que lorsqu'on en aborde ces sujets, je trouve qu'il faut au moins deux lectures, voire 3 à tête reposée, et puis ça peut aller dans n'importe quel sens. Mais je trouve que Lise Bourbeau, elle a fait un travail remarquable là-dessus. Voilà, ceci étant dit, pour rebondir sur ce que je vous disais en préambule, la blessure de rejet, elle va pousser l'individu à développer en fait un masque, et ce masque-là, c'est celui de la personne qui fuit. Parce que c'est une blessure tellement profonde au niveau de l'âme que le masque, il devient un mécanisme de défense qui va amener la personne soit à éviter les situations où elle pourrait être rejetée, soit à se rendre invisible ou à minimiser son importance pour ne pas souffrir. Donc ça, c'est le masque du fuyant. D'accord ? Et donc, lorsque l'individu y revêt ce masque, ça lui permet de ne pas revivre le trauma initial. Et d'un point de vue neuroscientifique, les expériences de rejet, elles nous montrent qu'il peut y avoir un impact profond sur le développement du cerveau, et en particulier dans les régions associées à l'attachement et à la régulation des émotions, comme l'amygdale et le cortex préfrontal. D'ailleurs, les enfants exposés au rejet, ils peuvent avoir leur réponse au stress qui est hyper exacerbée, ce qui va affecter leur capacité à gérer les émotions et les relations sociales à l'âge adulte. Et oui, parce que si on vous a pas validé quand vous étiez petit, vos relations sociales à l'âge adulte, elles vont être compliquées puisque vous-même, vous savez pas comment vous valider. Vous connaissez pas la saveur dans votre corps et dans votre esprit de la validation de soi, de l'estime de soi. Et j'insiste bien sur le fait que vous connaissez pas dans votre corps et votre esprit, puisque les deux sont liés. Et il faut absolument rejeter cette idée que le corps et l'esprit sont dissociés, parce qu'au niveau cellulaire, ce que vous vivez est imprimé, d'accord ? Et aujourd'hui, il y a même des études qui montrent que il y a une modification des génomes lorsqu'il y a des traumas. Et on peut même voir sur la neuroimagerie que les traumas laissent des traces au niveau du cerveau. Et donc, pour continuer, la blessure, elle se limite pas forcément à l'enfance, d'accord ? Elle s'invite bien souvent dans la vie d'adulte. Elle va, comme je vous le disais, affecter profondément les relations, l'estime de soi et même la carrière. Parce que nous ne sommes pas des robots. Si quelqu'un a une blessure de rejet, ça va affecter tous les pans de sa vie. Quand bien même elle voudra y échapper, ça revient, puisque on ne peut pas vivre sa vie pleinement si on porte un masque. D'accord ? Si on porte un masque pour se protéger, on peut croire que tout va bien, mais il y a un moment donné où forcément ça va éclater. D'où l'intérêt d'entrer en thérapie le plus tôt possible lorsque vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement dans votre vie. Et donc dans les relations personnelles, les personnes qui ont subi cette blessure, elles vont avoir des difficultés à s'engager émotionnellement. Elles vont craindre d'être rejetées par leur partenaire, ce qui va les pousser à se retirer ou à éviter des relations intimes. Et cette peur, elle peut créer un cercle vicieux où le comportement de retrait conduit à des conflits ou à la fin de la relation, et ça va venir renforcer ainsi le sentiment de rejet. Je vous explique. En fait, la personne qui a la blessure de rejet, elle va se mettre avec quelqu'un, homme ou femme, d'accord, ils sont ensemble, ça va bien. Et il y a un moment donné, inconsciemment, dans la relation, elle va tester la personne pour voir à quel point la personne va l'aimer sans jamais la rejeter. Sauf que dans ce test, elle n'a pas de limite. Je parle pas de limite physique, de violence, etc. Je parle pas de ça. Je parle de limite psychique, c'est-à-dire que il va y avoir toujours un conflit, toujours quelque chose à redire, ou alors chougner, ou se mettre en position, par exemple, ça se voit, ça se retranscrit souvent chez les femmes, se mettre en position de femme enfant, qui sait rien faire, qui a besoin toujours d'être protégée, toujours d'être, priorisé, et donc ça va traduire d'une immaturité forcément émotionnelle, mais le conjoint en face, au bout d'un moment, il va réagir. Et dans cette réaction,
il peut forcément avoir atteint ses limites, d'accord? Ça, c'est naturel et c'est même sain d'atteindre ses limites. Et dans cette limite, en fait, ce que recherche la victime de la blessure de rejet, c'est de voir si elle va quand même rester et pas la rejeter. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, parce que forcément l'autre, s'il n'a pas la blessure de rejet, eh ben, il va poser ses limites et il va dire « moi je peux plus vivre ça, donc je te quitte ». Admettons, cas de figure, je te quitte. Eh ben, ça va venir conforter la blessure de rejet chez la personne qui provoque ce cercle vicieux. Vous imaginez ? Donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout, et surtout c'est pas évident de comprendre ce mécanisme quand on le vit, parce qu'en fait en réalité, au lieu de le vivre, vous le subissez. Vous subissez en fait votre propre blessure dans des schémas justement que vous refusez de voir prendre vie. Et la personne, elle, qui n'a pas cette blessure, eh ben, elle va être embarquée dans une souffrance qu'elle n'aura pas demandée et elle aura simplement exprimé des limites. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Alors par exemple, au niveau professionnel, parce que forcément ça atteint le milieu professionnel, la peur du rejet, elle peut se traduire par un manque de confiance en soi, de la difficulté à s'affirmer face à un manager, face à des collègues, une difficulté aussi à accepter des critiques, parce que qui dit critique va dire forcément rejet, et donc forcément réveil de la blessure initiale. Et donc ces personnes, elles vont éviter aussi les promotions ou les responsabilités par peur de l'échec ou du jugement. Mais oui, puisque quand elles étaient petites, on les a jugées, on les a rejetées. Et on leur a dit que l'échec ne pouvait pas exister, sinon elles étaient nulles. Et donc, ça va réveiller la blessure initiale. D'accord ? Et donc, dans ce milieu professionnel, la peur du rejet, elle va venir en fait saboter la carrière. Et la personne, elle va toujours se retrouver dans un cercle vicieux qui va l'emmener à finir bien souvent en dépression ou en burn-out. Alors qu'en réalité, la confiance en soi, ça se travaille, la difficulté à s'affirmer, ça se travaille, et l'acceptation des critiques aussi. Donc si on dézoome, il n'y a rien de grave, sauf si on subit du harcèlement, hein, bien évidemment, mais la blessure de rejet, elle va rendre les situations très grave, avec un écho émotionnel qui va être à fleur de peau. Vous voyez ? Et donc, dans une perspective de carrière, c'est très compliqué pour les individus qui ont cette blessure d'avoir une carrière qui se passe tranquillement, avec les aléas de la carrière, mais qui se passe plus ou moins tranquillement. Ensuite, pour joindre en fait ce qui se passe dans les relations personnelles et la carrière, forcément, on va parler de l'estime de soi, puisque la blessure de rejet, elle est forcément à l'origine d'une faible estime de soi. Les personnes qui sont affectées, elles se jugent durement et elles ne se sentent pas à la hauteur. Elles ont des voix de juge intérieures qui sont très, très, très violentes. Et elles vont même accepter des situations qui sont inacceptables, puisqu'elles adoptent un discours intérieur négatif qui les maintient dans une spirale de doute et de dévalorisation. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, ce que vous pensez ou ce que vous vivez de manière inconsciente, la vie vient vous le matérialiser. Parce que forcément, vous allez aller inconsciemment vers des situations qui vont conforter votre idée. D'accord ? Donc si votre discours intérieur il est négatif, et qu'il est dévalorisant, puisqu'on vous a programmé comme ça dans l'enfance, et j'insiste, on vous a programmé comme ça, vous n'êtes pas né en vous disant « tu es moche, tu es incapable, tu n'as pas de valeur », c'est bien quelqu'un qui est intervenu dans votre vie pour vous programmer comme ça, et bien forcément, vous allez inconsciemment vers des gens qui vont valider ce discours intérieur négatif. Donc vous allez aller vers des gens toxiques, vers des relations en fait qui vont être bancales. Forcément vous allez tomber sur un manager ou un collègue qui est pas sympa et on rentre dans le maintien de ce cercle vicieux sans cesse tant que la blessure, elle n'est pas soignée. Alors là où je suis contente, c'est qu'aujourd'hui la science, elle vient appuyer les propos que l'on a sur la blessure de rejet et ça vient valider les gens en fait qui en souffrent et qui ont besoin
de la science pour appuyer leurs propos. C'est malheureux, mais il y a des gens qui vont pas vous croire sur parole et qui ont besoin de preuves. Vous savez, l'idée de tant que tu saignes pas, c'est pas grave, elle est encore très présente dans la société et très présente au niveau de la santé mentale. Donc, quand on a des appuis avec des études scientifiques, c'est formidable parce que ça vient valider les victimes. Et donc, la science, elle a montré que le rejet social, il active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Vous vous souvenez, je vous parlais du corps et de l'esprit, et notamment le cortex singulaire antérieur. Il y a des études en neuroimagerie qui ont révélé que le rejet va entraîner une hypersensibilité du système nerveux central qui va rendre la personne beaucoup plus susceptible de réagir de manière excessive au stress ou à d'autres menaces sociales qui vont être perçues. Elles vont être perçues, elles ne seront pas forcément réelles, mais elles vont être perçues. Et je trouve ça formidable que l'on puisse voir que le cortex singulaire antérieur, il nous montre la preuve de ce que vivent les gens en fait, avec à l'appui des études en neuroimagerie. Et le rejet répété, il peut aussi conduire à une désensibilisation émotionnelle ou à l'apparition de troubles anxieux et dépressifs, comme je vous le disais. Et donc le stress chronique, associé à cette blessure, il va altérer la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, ce qui va contribuer à des états dépressifs et à une moindre capacité à ressentir du plaisir. Donc vous voyez, en fait, lorsqu'on a une blessure, on n'est pas simplement blessé et on se dit tiens, je vais mettre un pansement et ça va aller. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est pas assez répété, c'est pas assez ancré dans nos sociétés, même voire pas du tout. Il faut donner du sens. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, qui a cette blessure de rejet, qui entre en thérapie et à qui on n'explique pas que le système nerveux central subit les conséquences de la blessure de rejet, et donc c'est pour ça qu'il y a du stress chronique, c'est pour ça en fait que y a une altération de la production des neurotransmetteurs et que donc vous déprimez et ci et ça, mais la personne elle donne aucun sens. Il n'y a aucun sens à ce qui lui arrive. C'est comme les gens qui sont en dépression nerveuse et à qui on va dire tenez, prenez un antidépresseur. Mais expliquez-lui pourquoi vous lui donnez un antidépresseur. Parce que, en fait, il y a moins de production de sérotonine, et in fine de dopamine, et que donc, il faut réguler ça dans le cerveau pour permettre un bon fonctionnement, etc., etc. Non, aujourd'hui, c'est prenez ça et taisez-vous. Ou prenez rien, c'est dans votre tête et ça va passer. Et dans les cultures où c'est tabou, je vous raconte même pas l'enfer. Les gens, ils vivent comme ça, 40 ans, 50 ans, à être triste, malheureux, à répéter des schémas qui vont, j'appelle ça des schémas oxydatifs parce que ça vient vraiment balayer la bonne santé du corps, et oxydatif aussi pour le cerveau parce que le cerveau, il est encrassé de tout ça. Et en plus, ça se transmet. Ça se transmet de manière transgénérationnelle. Voilà. Et ça je veux dire, on peut avoir n'importe quelle culture du monde, c'est inadmissible de laisser les gens comme ça et de laisser les futures générations pâtir de quelque chose dont on peut guérir, dont on peut se séparer pour avoir une vie plus sereine, plus équilibrée et in fine très heureuse. Alors maintenant que je vous ai parlé des conséquences sur le cerveau, physiquement, sachez que le rejet, il va également se manifester. Il va y avoir des troubles psychosomatiques, tels que des douleurs chroniques, des troubles digestifs et même des maladies auto-immunes qui peuvent trouver leurs racines dans des blessures émotionnelles non guéries. Le stress chronique qui est lié à la blessure de rejet, il va affaiblir le système immunitaire, ce qui va rendre la personne plus vulnérable aux maladies. Vous savez, il y a des fois des gens qui viennent me consulter et qui sont stressés et qui me disent « Tiens, j'ai une rhinite. Ça fait 6 mois que j'ai le nez qui coule. Il n'y a rien à faire. On m'a donné des antihistaminiques, on m'a donné des traitements, j'ai pris des antibiotiques, et ci et ça, il n'y a rien à faire. » Mais c'est typique d'une situation qu'on ne peut plus sentir. Le nez va se mettre à couler parce que vous ne pouvez plus sentir cette situation. Par exemple, ou des gens qui vont faire des ganglions à répétition dans la gorge parce qu'ils n'arrivent pas à avaler la situation.
Vous voyez ? Je peux vous donner pléthore d'exemples. Ça va être le mal de dos, le lumbago, ça va être, une épaule qui lâche, un genou. Vous voyez ? Et donc, il est impératif d'écouter ce corps qui vous parle, qui vous donne des indications, qui vous parle de ces troubles. Il y a même des gens qui ont des troubles qui vont aller jusqu'à les faire vaciller. Donc, c'est l'équilibre. Quand on est déséquilibré, le corps il peut venir vous donner des vertiges pour vous dire « je me sens déséquilibré ». Et donc il y a des médecins qui vont dire en première intention et sans méchanceté aucune, on va vous donner un médicament pour régler tout ça. Parce qu'ils ont recherché, ils voient rien de physiologique et donc il y a un médicament qui va empêcher ça, mais finalement il n'y a rien qui se règle puisque la blessure elle est là. Vous voyez, j'en ai accompagné plusieurs, des personnes qui vont faire du psoriasis, qui vont faire des vertiges en permanence, qui vont avoir la tête qui tourne, etc. Mais c'est tout simplement lié à une blessure. Et ça n'a rien à voir avec leur corps qui va mal, en fait, qui a une dysfonction propre. Vous voyez ? C'est quand même fou, toutes les conséquences à partir d'une seule blessure. Imaginez quand vous cumulez les blessures avec abandon, injustice, etc. Je vous raconte pas le bazar qu'il y a à régler là-haut. Donc c'est pour ça que c'est important de voir un peu ensemble cette blessure, et après je ferai les suivantes, bien sûr, de manière vulgarisée, parce que il faut de la simplicité. Moi, je trouve que quand quelqu'un souffre, il a besoin de simplicité. Il a besoin qu'on lui donne des exemples. Il a besoin qu'on aille droit au but et qu'on commence pas à faire des grands discours soporifiques, un peu pompeux, et oui, et si, et Lacan disait, et un tel disait. Non, on s'en fiche. Les gens qui souffrent, ils ont besoin de solutions concrètes. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur sortir un orchestre philharmonique pour leur expliquer leurs blessures de rejet ou leurs blessures d'abandon ou le fait qu'ils sont sous emprise, etc., etc. Et surtout aujourd'hui, avec tous les dégâts que les réseaux sociaux proposent, le manque d'informations sourcées, scientifiques, ou même le manque d'informations, à partir de témoignages, donc de la clinique, ça amplifie les dégâts sur les gens en fait qui ont des blessures. Et la blessure de rejet, elle est amplifiée aussi à cause des réseaux sociaux qui renvoient cette image lisse, cette image de bonheur, cette image de « moi je suis acceptée par le monde entier et moi je brille et je vais à tous les événements de la planète et moi je vais dans les plus beaux hôtels et moi je ». La personne qui a la blessure de rejet, je peux vous garantir que si elle se trouve devant les réseaux sociaux H24, mais c'est même pas la peine, c'est creuser son trou. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous mets souvent en garde sur le contenu que vous choisissez de regarder, qui va pas être instructif, mais qui va être plutôt oxydatif pour votre santé mentale. Alors, ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est que il y a une guérison. Et la guérison de la blessure de rejet, c'est un processus qui nécessite du temps et qui nécessite de l'engagement, d'accord, de la patience et un travail en profondeur sur soi. Ok ? J'insiste bien sur le fait que ça nécessite du temps, parce que j'ai vu des dingueries sur le net, et notamment des gens qui prônent le fait qu'avec une séance de MDR en 30 minutes, sans avoir jamais eu aucun suivi, vous pouvez guérir. Je trouve ça très dangereux, et déjà, à la base, c'est faux. Et il y a quand même des gens qui acceptent et qui pensent que ça va marcher. Eh bien, à la base, ça veut dire que ces gens, on leur a pas expliqué qu'il faut de l'implication pour guérir. On ne guérit pas d'une blessure émotionnelle en 30 minutes. Et lorsqu'on croit un charlatan qui vous propose de guérir en 30 minutes sur une séquence EMDR, ça veut dire qu'on n'a pas conscience qu'il faut s'investir. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à s'investir dans leur propre guérison. Mais ils ont aussi du mal à s'investir parce que culturellement, on leur a toujours dénigré le fait que la santé mentale était importante.
D'accord ? C'est important pour les autres, mais pas pour soi. Donc tout ça mis bout à bout, j'aimerais que vous ayez conscience vraiment que ça prend du temps et de la patience. Et réellement, ce travail en profondeur sur soi, ça veut dire aussi aller voir des choses qui sont pas forcément confortables. La thérapie, c'est pas un chemin confortable. C'est un chemin qui nous confronte à des choses, à des souvenirs qui sont pas sympas. C'est un chemin qui parfois fatigue énormément, qui va nous faire pleurer, qui va peut-être à un moment donné nous coincer le dos, qui va peut-être à un moment donné nous donner des vertiges, etc. Mais in fine, c'est le chemin vers la guérison. Je vous parle de ça parce que j'ai une personne que j'accompagne, on a touché un point très sensible au mois de juin. Et oui, c'était fin mai, début juin. Et à partir du moment où j'ai soulevé ce point sensible, son corps, en fait, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté la réalité de ce que je lui disais. C'est une personne qui souffrait encore d'une relation. Et alors que ça faisait 2 ans que ces 2 personnes étaient séparées, mais elle en souffrait encore. Et lorsque je lui ai donné la réalité de ce qu'elle avait vécu, elle a eu du mal à l'accepter et son corps a réagi. Donc elle a enchaîné IRM, elle a enchaîné prise de sang, échographie, visite chez le médecin, etc. Je lui ai expliqué que c'était son corps qui réagissait. Mais elle n'était pas en capacité de l'entendre à ce moment-là. Et pour découvrir à la fin qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de maladie, pas de pathologie, rien du tout. Elle avait juste réagi à cette réalité qui était difficile à voir. Et ça arrive souvent en thérapie. Il y a une réaction du corps parce qu'on s'est persuadé d'une chose et qui est fausse. C'est un faux message, mais qui nous a un peu aidé à survivre à la douleur à ce moment-là. Mais en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un moment donné où ça doit craquer pour rebondir sur une bonne base et se construire avec son individualité, même si ça passe par un moment où c'est difficile. Parce que votre individualité, votre originalité, c'est ce que vous avez de plus beau, de plus miraculeux, de magnifique. Alors maintenant, je vais vous parler des étapes, forcément, et des approches, des outils qui peuvent vous aider dans ce cheminement. Il y a tout d'abord, et je pense que c'est le plus important, la prise de conscience. La prise de conscience, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Car en réalité, c'est de reconnaître la blessure et ses manifestations dans votre vie. Donc être conscient des situations où vous ressentez du rejet, où vous anticipez le rejet, ça va vous aider à comprendre comment cette blessure, elle vous influence. Et être conscient des situations où vous ressentez du rejet, ça peut être des situations où vous êtes très mal à l'aise, des situations en fait où vous allez pleurer alors qu'en face de vous, les gens agissent pour eux normalement. Et donc vous comprenez pas votre réaction, vous n'arrivez pas à comprendre l'origine de votre réaction. Vous voyez, ça peut être un indicateur. Ou alors, vous allez ressentir les choses, mais 10 000 fois plus que les autres. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes touché à ce point et pas les autres. Vous voyez, en dehors d'une hypersensibilité, ça peut signifier que vous avez une blessure. En tout cas, l'important et le premier pas, c'est la prise de conscience. Ensuite, vous avez le travail sur l'estime de soi. Parce que renforcer votre estime de soi, c'est essentiel pour surmonter cette blessure. Et ça peut inclure plein de choses, en plus de la thérapie, et notamment des affirmations positives, des exercices de gratitude, ou le fait de se rappeler régulièrement ses forces et ses réussites. Et les réussites, c'est pas j'ai grimpé le Mont Blanc ou j'ai fait un marathon ou je sais pas moi, un truc de fou. Une réussite, vous savez, pour certaines personnes, c'est de réussir à sortir du lit le matin. La réussite, c'est de se lever, par exemple, et d'aérer sa chambre et faire son lit. C'est une réussite. La réussite, c'est de réussir à faire à manger le midi. Vous voyez ? Mais en fait, ça a été tellement déformé, on a tellement, déformé cette notion de réussite et édulcoré ce que devait être la vie, ou ce que devrait être la vie, c'est plus approprié, que les gens, ils se disent non, je vais pas y arriver.
Mais si, bien sûr que si. Vous avez des réussites au quotidien dont vous n'avez même plus la saveur. Parce qu'on vous montre que la réussite, c'est tout autre chose. Pas du tout. C'est pas gagner 10 000 balles par mois, pas forcément. Parce que vous pouvez gagner 10 000 euros par mois et être malheureux comme les pierres. Et ne pas vous épanouir et continuer à avoir une blessure. Vous voyez ? La réussite, c'est aussi de pouvoir sourire tous les jours. Vous voyez ? Et quand je vous parle des affirmations positives et des exercices de gratitude, ben c'est parce que ça permet au cerveau de comprendre qu'il est dans l'instant présent. Et plus vous allez lui répéter quelque chose, plus il va y croire. D'accord ? À l'inverse du discours négatif dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous lui donnez un discours positif, il va croire à ce discours positif et il va le mettre en place. Donc c'est pour ça que les exercices de gratitude, par exemple quand vous buvez un café, quand vous avez réussi à boucler votre journée, quand vous avez passé un moment de qualité avec vos enfants, avec votre frère, votre sœur, quand vous avez réussi à finir un livre, peu importe, quelle que soit la nature de la chose, eh ben, c'est important. C'est important d'être en gratitude, parce que votre corps et votre esprit vont s'en souvenir. Tout comme ils vont se souvenir de ce que vous avez envoyé de négatif, inconsciemment ou consciemment, il va se souvenir de ce que vous envoyez de positif et il va dupliquer. À l'intérieur, il va faire des bébés positifs, d'accord ? Alors, avec tout ça, bien évidemment, le travail de fond, il se fait en thérapie. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vraiment. Le travail de fond, c'est avec un thérapeute spécialisé et ça va être très bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aura des approches avec la TCC, donc qui est la thérapie cognitive et comportementale. Il va y avoir aussi dans cette thérapie cette notion d'acceptation et d'engagement. Et la thérapie qui va vraiment venir balayer tout ça, ça va être la thérapie EMDR. D'accord ? L'EMDR, vous le savez, je vous en ai beaucoup parlé, c'est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing et ça va aider à traiter les traumas passés et à modifier les schémas de pensée négatifs. Ça va venir en quelque sorte dégager la blessure émotionnelle liée au trauma initial et donc à chaque fois que vous allez évoquer le souvenir de la blessure, ça ne restera qu'un souvenir, mais il n'y aura rien de lié avec. Il n'y aura pas du tout de souffrance liée au souvenir. Vous allez simplement l'évoquer, voilà, comme si vous évoquiez le fait d'aller chercher du pain à la boulangerie. Donc c'est important d'entamer une thérapie, que ce soit avec un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute spécialisé, et d'y ajouter le MDR et ce que je vous disais, le travail sur l'estime de soi, mais tout ça en fait ça va de facto ensemble. Ok ? Et ensuite, ce que je recommande toujours, c'est des moments de méditation, de pleine conscience, c'est des pratiques qui aident à se reconnecter à soi-même, qui aident à observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Et donc ça va contribuer à apaiser votre système nerveux central et à réduire le stress. Il y a des très bonnes applications aujourd'hui qui permettent de s'apaiser, de méditer juste avant de s'endormir. Alors la plus connue c'est Petit Bambou. Bon moi j'accroche pas avec Petit Bambou mais chacun doit trouver ce qui lui fait écho. Moi j'accroche avec une application qui s'appelle Endel. Et elle est valable sur l'App Store, donc c'est ENDEL et vous avez plein, dans la version gratuite, il y a plein de thèmes qui sont proposés pour vous apaiser, pour faire de la méditation, pour focus. Il y a même aussi un son qui a été développé pour vous permettre de faire une sieste rapide, ça s'appelle Power Nap dans l'appli. En tout cas, je vous invite à aller la voir. Moi en tout cas, celle-ci, je l'utilise. Et je trouve, moi, elle me convient. Donc, trouvez ce qui vous convient, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Si c'est Petit Bambou, une autre ou Endel, c'est très bien. L'essentiel étant de méditer, de vous relaxer, etc. Et puis dans cette relaxation, forcément vous allez retrouver cet enfant intérieur. Parce que comme la blessure de rejet, elle est liée à l'enfant intérieur, cette part de vous qui a souffert, il faut apprendre à l'écouter et à réconforter en fait cet enfant intérieur et à lui donner de l'amour et de l'attention qu'il n'a pas reçu. Voilà, ça c'est un pas très important.
vers la guérison, de reconnecter avec son enfant intérieur, de lui dire ne t'inquiète pas, maintenant je suis adulte et en tant qu'adulte je vais prendre soin de toi. Et en tant qu'adulte, tout ira bien, je te le promets. Vous voyez, c'est une promesse à soi-même, vis-à-vis de ce soi-même qui a été blessé, qui a souffert, qui a été dénigré, rejeté, humilié, etc., etc. Et dans tout ce processus, la dernière chose que j'aimerais vous indiquer, c'est qu'il est important de s'entourer de personnes qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vous aiment tel que vous êtes. Le soutien social, il est crucial pour réparer les dommages qui sont causés par le rejet et pour renforcer la confiance en soi. Parce que la blessure de rejet, comme je vous l'ai dit, elle altère la confiance en soi, elle altère l'amour de soi. Et donc, des fois, forcément, les individus qui sont blessés vont s'entourer de gens qui vont simplement faire écho à cette blessure. Voilà. Ça va être des gens en fait qui vont être dans des situations qui sont pas équilibrées ou équilibrantes, et donc tous les deux vous allez être cassés et vous allez vous casser encore davantage parce que ce sont les blessures qui se rencontrent et ce ne sont pas les guérisons qui vont se rencontrer. C'est pour ça que c'est important de bien observer son entourage et d'en changer si c'est nécessaire. D'accord ? D'ailleurs, bien souvent, les gens qui entrent en thérapie, à un moment donné, ils vont changer de cercle ou ils vont épurer leur cercle parce que la personne qu'ils sont en train de devenir ne correspond plus aux attentes du cercle qui ne bouge pas. Vous voyez ? Les gens évoluent, ils passent dans nos vies pour un temps donné et c'est ok aussi, hein. On n'est pas obligé de rester ami avec quelqu'un toute sa vie ou en interaction avec une personne toute sa vie, et ça paraît logique parce que de toute façon on évolue. Et il y a des gens qui vont pas évoluer au même niveau que nous, il y a des gens qui vont évoluer beaucoup plus vite, il y a des gens qui vont évoluer beaucoup moins vite, et il y a des gens qui vont jamais faire ce travail et qui vont jamais rechercher à changer leur vie et qui vont se satisfaire de ce que la vie leur apporte telle quelle, quand bien même c'est violent, quand bien même il y a de la médiocrité, quand bien même il y aurait un passage en prison, vous voyez, des choses en fait qui sont négatives. Donc, sans jugement aucun, vous avez le droit d'évoluer et de vous séparer des gens qui ne vous correspondent plus. Voilà. Et ces gens-là, ce sera leur responsabilité d'affronter le fait que eux ne bougent pas, ils restent ancrés dans des choses qui sont pas sympas pour la vie, pour l'épanouissement, et c'est pas votre responsabilité. Chacun doit s'occuper de son expérience de vie, d'accord ? Alors, pas de manière égoïste, hein, au contraire. On s'occupe de son expérience de vie avec beaucoup d'empathie et un regard bienveillant sur les autres, ok ? Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas fait le bon travail et qu'on est venu gonfler notre ego à fond et que du coup, ça revient à zéro, je trouve. Si on entame un processus de guérison et qu'on gonfle son ego, il y a un gros problème. Lorsque on entame un chemin spirituel, un processus de guérison, et qu'en plus on est croyant en Dieu, l'ego il n'a pas sa place. Parce que l'ego il vient vous entraver. Il vous fait faire les mauvais choix, il vous rend pompeux, agressif, et moi j'ai réussi, et moi ci, et moi ça. Et ça donne à rien de bon. Par exemple, à contrario, il y a des gens qui n'entament pas de chemin spirituel ou thérapeutique et qui vont vous dire « Ah mais moi j'ai besoin de rien ». Non, ça c'est pour les fous. Moi, hors de question, je me débrouille seule et je me relève seule et je me suis construit seule, etc. Absolument faux. On vit en société, donc on ne se construit pas seul, on n'y arrive pas seul. On a des interactions toute la journée, donc on n'y arrive pas seul. C'est faux, c'est une aberration. La démarche, oui, elle est individuelle et personnelle, et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Par contre, l'évolution, puisque nous sommes en société, elle est forcément avec un village qu'on a autour de soi. D'accord ? Pour conclure, la blessure de rejet, je vous le redis, c'est une des plus douloureuses blessures qui soit. Mais comme je vous l'ai expliqué, elle peut être guérie. Et on a plein de moyens. Mais surtout, en prenant conscience de son impact sur soi.
Et en prenant conscience de son impact sur soi, on va travailler sur l'estime de soi en utilisant tous les outils thérapeutiques appropriés qui vous correspondent et qui vont vous permettre de vous libérer de la blessure initiale et de mener une vie plus épanouie et authentique. Je vous le rappelle, ça prend du temps, ça demande de l'engagement, ça nécessite que vous alliez fouiller, vous instruire, regarder des émissions, écouter des podcasts comme vous faites avec celui-ci, rencontrer des gens. Ça signifie se dépasser, ça signifie sortir de sa zone connue. Parce que lorsque on a la blessure de rejet, on la connaît bien, on la connaît parfaitement bien, on connaît ses réactions même si elles sont exacerbées, on connaît sa façon d'interagir avec le boulot, avec les médecins, avec les voisins, avec les frères et sœurs, etc. Mais ça reste négatif, ça reste dans les heurts, ça reste dans le chaos. Donc vous sortez de votre zone connue lorsque vous cessez d'être dans le chaos, lorsque vous faites un pas en arrière et que vous dites « ça suffit, je ne peux plus, je ne veux plus ». Alors il y a « je ne veux plus » qui est plus important que « je ne peux plus ». Parce que si vous pouvez plus, mais que vous acceptez encore, c'est pipeau, d'accord ? Et ça arrive à 90% des gens, ok ? Donc voilà, encore une fois, l'important, c'est de prendre conscience de son impact et de faire le premier pas et d'aller en thérapie, celle qui vous convient le mieux, avec les outils qui vous conviennent le mieux. On ne doit surtout pas vous imposer des outils. On peut vous conseiller, vous aiguiller, vous dire voilà, selon mon expérience, telle que je vous perçois, etc. Je vous propose ça. Mais vous imposer des choses, non. Et faites-vous confiance dans la démarche. Vraiment, faites-vous confiance. Parce que lorsqu'on a une blessure, la confiance, elle est altérée et il est important que dans l'échange avec le thérapeute, il y ait de la confiance et que ce thérapeute vous renvoie que vous devez vous faire confiance. Ok ? Bon, je pense que vous avez bien compris, j'espère en tout cas avoir été claire, d'avoir été la plus simple possible dans mes exemples, dans mes explications, parce qu'encore une fois, ce que j'ai à cœur, c'est que vous compreniez des choses complexes de manière très simple, très fluide, pour pouvoir vous libérer. Et j'aimerais vous remercier d'être toujours là, de partager le podcast, de me donner à chaque fois vos ressentis sur Instagram, en message, d'échanger avec vous. C'est un honneur pour moi de savoir que vous m'écoutez, que vous prenez le temps tout simplement de vous poser, de prendre des notes, de réécouter, de vous inspirer, parce que j'y mets tout mon cœur, ça prend du temps, mais j'ai à cœur de participer à cette économie vertueuse du savoir et du partage. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partager ses connaissances, de les mettre à disposition, même si ça nous prend du temps, même si parfois c'est difficile, mais le monde a besoin de ça. Le monde, il a besoin de douceur, il a besoin de partage, et ma façon à moi d'y participer, c'est via le podcast et via Instagram lorsque je vous partage des ressentis ou lorsque je vous partage des notions, que je réponds à vos questions, etc. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain et surtout, prenez bien soin de vous.